Et ce soir, on est ravis d'accueillir Ouda, qui est CSR Manager chez Splio, et Nicolas, qui est cofondateur de Samy. On va parler avec vous ce soir de la transition écologique des entreprises, de comment est-ce que les entreprises s'engagent, et comment est-ce que d'autres sociétés sont là pour les accompagner dans ces engagements, notamment environnementaux. Notamment, toi, Nicolas, tu as cofondé Samy. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que c'est que Samy ? Oui, alors Samy, c'est donc une entreprise qui a pour mission de démocratiser l'engagement environnemental des autres entreprises. C'est ça notre mission, et on le fait comment ? On le fait en mettant à disposition des méthodologies de mesure d'impact qui peuvent être complexes et donc assez difficiles à appréhender. Et on le fait, à la différence d'un cabinet de conseil traditionnel, via un outil tech qui permet en fait de donner de l'autonomie à nos clients sur ces méthodologies et ce travail. Ça permet aussi de réduire les coûts, vu que voilà, c'est la tech qui travaille et c'est pas nous. Je grossis un peu le trait, mais voilà, c'est un petit peu ça qu'on fait. Et donc la mesure de l'impact, et la deuxième étape, c'est la stratégie de réduction. Une fois qu'on a mesuré, qu'est-ce qu'on met en place pour agir, justement. Et donc c'est ça, Samy. Et qu'est-ce que tu faisais avant Samy ? Qu'est-ce qui t'a mené à la création de Samy ? Alors, donc ma première expérience, c'était dans une entreprise qui s'appelle Pure Projet. Donc Pure Projet, c'est une entreprise qui a deux casquettes. Alors une principale, on dit qu'on est opérateur de projet. Donc c'est développement de projets environnementaux un petit peu partout dans le monde, avec un focus carbone, comme on le connaît. Donc c'est la reforestation ou autre qui permet de séquestrer du CO2, mais d'autres projets environnementaux qui permettent de verdir, d'améliorer des filières d'approvisionnement de matières premières, donc de pétales de rose pour le parfum ou de cachemire, enfin voilà. Donc c'est des projets environnementaux au sens large, et évidemment dans ce cadre-là, c'est de l'accompagnement de grands groupes, de grandes marques, et il y a de la mesure d'impact. Donc c'est un audit de la filière, et puis du coup de la mesure d'impact sur cette filière, et puis des projets implémentés pour améliorer tout ça. Donc première expérience, plutôt avec des grands groupes. Aujourd'hui, Samy, on accompagne des PME, des ETI, donc pas du tout la même cible. Donc, et qu'est-ce qui t'a fait changer le switch? Qu'est-ce qui t'a fait changer exactement? J'ai fait 3 ans chez Pure Projet, j'avais fait un cycle. La boîte avait pas mal grossi donc pendant que j'étais là. Et il y avait une envie de renouveau, première chose. Deuxième chose, une envie de se poser un petit peu, parce que on voyage beaucoup. J'auditais, tous les 2 mois, j'étais parti pour des missions à droite à gauche pour des audits de filière, aussi l'envie d'entreprendre. Donc un combo de raisons qui ont fait que je me suis dit c'est le moment. Et toi, Ouda, du coup, qu'est-ce que c'est CSR Manager et qu'est-ce que fait Splio ? CSR Manager, c'est Corporate Social Responsibility, c'est un peu RSE, responsable RSE, CSR Manager. Donc moi, je suis CSR Manager chez Splio. Splio, on est une boîte SaaS, on a une plateforme de marketing, de fidélisation. Donc nos clients, c'est majoritairement des retailers, des marques, et on les aide à gérer leur campagne marketing. Donc ça n'a rien à voir avec le CSR. À première vue. À première vue, voilà. Après, on est une boîte, on a un impact, on est dans la tech, donc on a un impact numérique. On s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose en tant que boîte ? Et si oui, comment on peut le faire ? Et donc c'est un peu ça la mission CSR, ou la genèse de la mission CSR chez Splio. Très intéressant, je pense qu'on y reviendra durant tout l'épisode. Et peut-être toi, comment t'es arrivé vers cette typologie de poste ? Est-ce que c'était des choses que tu faisais déjà avant ? Pas du tout. Donc moi, j'ai un parcours... Donc moi, j'ai fait des études en économie en chinois. Et donc pas du tout en CSR. Et puis j'avais fait des études en langue chinoise en Chine. Et donc je dirais que c'était plus ça, c'était mon expérience en Chine qui m'a un peu poussée vers ces sujets. Parce que j'étais dans une ville qui s'appelle Hangzhou, qui est magnifique, mais il y avait des jours où on avait beaucoup de pollution. Donc il y avait des recommandations en fait, il faut rester chez soi, il ne faut pas sortir. Et pour moi, c'était la première expérience un peu où je me dis « Ah ouais, je sens l'impact. Là, c'est vraiment... je le vois. » Et donc, c'était un peu les premiers... le déclic où je commençais à me poser des questions. Et donc, cette expérience m'a poussée vers un master en économie de développement durable.
qui était très, très théorique, mais où je commençais à avoir un petit peu des choses concrètes. Qu'est-ce que je peux faire si je travaille dans une boîte, quels sont les métiers où je peux avoir un impact. Donc c'était un peu ça. D'accord. Ouais. Okay. Et la jeunesse chez Splio, alors de cette réflexion, parce que ça date un peu, est-ce que tu peux nous en dire plus sur quand est-ce que vous vous êtes posé ces questions-là, en quelle année, par qui c'est venu, comment ça a petit à petit évolué vers un poste qui était le tien et qui a ensuite évolué vers une grande démarche interne à l'entreprise? La direction de l'entreprise, de la boîte, s'est posé cette question parce que c'était suite à une petite réunion avec le conseil d'administration où on commençait à parler de CSR. On disait que en fait, chaque année, il faut faire un board CSR. Et donc, côté Splio, c'était OK, nous, si on dit qu'on va faire du CSR, on va le faire vraiment. Et là, aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire parce que on ne sait même pas si c'est un sujet qui est pertinent pour nous ou pas. En fait, on ne produit rien de physique. On a une boîte SaaS et donc on ne sait pas trop. Et donc, cette réflexion, cette question s'est transformée en mission de stage. Donc, j'ai été recrutée en tant que stagiaire pour travailler. Et vraiment, ma feuille de route, c'était vraiment, OK, on essaie de répondre à cette question. Donc, tu fais un peu ce que tu veux pour répondre à cette question. Ça a pas mal évolué, effectivement. Est-ce que, Nicolas, toi, c'est des choses qui te parlent, justement? Est-ce qu'il y a des boîtes qui mènent leurs propres projets en interne? Toi, comment t'accompagnes les boîtes à ce niveau-là? Alors, il y a vraiment tous les profils. Donc déjà, la raison de le faire pour les entreprises, il y en a plein. Typiquement, tu disais qu'il y a une volonté dans ta boîte de faire un board CSR. Qu'est-ce qui a créé cette envie, en fait? Et ça, elle peut être multiple. Nous, on le voit. Il y a une anticipation de la réglementation parce que on sait que le bilan carbone va être obligatoire, etc. Je parle du bilan carbone et de l'impact environnemental, social, sociétal. Il y a aussi les choses, je suis moins familier à ce sujet-là. Il y a aussi, en fait, qui vient même avant la réglementation, c'est les clients. On le sait, les grands groupes qui ont des chartes d'achat qui commencent à pousser en fait leurs fournisseurs à s'engager, à faire des bilans carbone, etc., etc. Donc ça, c'est une autre raison. Puis il y a aussi la marque employeur beaucoup. Dire, en fait, les jeunes aujourd'hui, ils veulent travailler pour des boîtes qui ont de l'impact, qui font les choses bien, qui, même si c'est pas, entre guillemets, un métier à impact en tant que tel, au moins faire son métier sans détériorer le social, l'environnement, etc. Donc c'est les trois raisons principales. Et après, il y a évidemment l'engagement personnel du dirigeant qui peut être en jeu. Mais bon, voilà. De toute façon, il n'y a pas de mauvaise raison pour s'engager dans cette démarche. Enfin, on a tous les jours donc des entreprises comme Splio avec des interlocuteurs qui sont soit des gens qui ont cette mission très définie, qui sont à 100% dédiés, soit ça peut être parfois aussi des office managers ou le dirigeant, la dirigeante qui prend ça en charge directement. Il y a vraiment un petit peu tous les modèles. Ouais. Si on rentre dans le concret de ton métier, quel est ton rôle au quotidien? Qu'est-ce que tu fais au quotidien chez Samy? Alors, si on parle de moi, c'est assez difficile. Disons qu'il a beaucoup évolué. On a créé Samy en 2020. Donc au tout début, c'était de créer le projet, enfin le produit, ce qu'on voulait vendre. Je suis passé par une phase très opérationnelle. Donc ce qui est intéressant, c'est l'équipe que je manage, on les appelle les coachs carbone. C'est un métier qui n'est pas du consulting. Parce que c'est un outil SaaS, etc. Mais c'est vraiment du coaching où ils sont là pour donner aussi l'énergie aux clients d'avancer, en fait. Parce que l'outil, il fait un peu tout. Si on est familier avec l'outil, finalement, on peut faire énormément de choses. Mais il manque peut-être cette énergie et ce truc de dire, OK, on se reparle dans 3 mois. Et comme on s'est dit, dans 3 mois, j'espère que tu auras fait ça. En fait, ce côté un petit peu humain qui nous prend très peu de temps est hyper important parce que ça permet de faire un suivi un petit peu dans le temps. Parce que sinon, en fait, les projets, parfois, on revient 3 mois après et on dit, alors, t'as fait ça? Non, déjà, j'ai pas eu le temps et tout ça. Et du coup, on remet un petit coup d'énergie. Et voilà. Ouais, le terme de coach est bien. Voilà, le terme de coach est hyper bien approprié. Et donc, c'est ce que j'ai fait un certain temps. Et donc là, je suis plutôt dans le management de l'équipe, donc opération expertise. Donc les opérations, donc c'est les coachs carbone. L'expertise, c'est l'équipe qui porte nos méthodologies, qui fait en sorte que notre accompagnement est le plus pertinent possible, le plus en ligne avec les méthodologies internationales,
pour éviter de tomber dans des dérives de greenwashing, parce qu'on peut y tomber dedans sans le faire exprès. C'est ça aussi qui est le problème du greenwashing. Ouais, on va en parler, ouais. Et justement là-dessus, c'est assez intéressant parce que entre le moment où on mesure et le moment où on agit, il y a un monde. Tu parlais d'énergie, tu parlais de plans d'action. Comment vous les aidez aussi à retrouver de l'autonomie pour que ces plans d'action vraiment aboutissent dans le temps? La mesure d'impact, déjà, je pense que très important de comprendre que la mesure d'impact, en tant que telle, ça aide vachement à agir, quoi. C'est-à-dire que nous, on aide sur quelle action on peut mettre en place, etc. Mais juste de comprendre là où est son impact, ça donne déjà des idées. Et d'ailleurs, c'est un peu aussi notre positionnement. C'est-à-dire que le coach carbone, il connaît moins bien le métier de son interlocuteur. Donc, par défaut, notre client aura des idées qu'on n'aura pas. Le rôle du coach carbone, c'est aussi pour juger les idées que va proposer le client. Donc il y a ça, il y a vraiment ce ping-pong finalement où le client va venir nous voir en nous disant bah voilà, moi j'ai une idée, j'aimerais bien changer ce packaging-là ou changer cette machine ou autre. Je connais les caractéristiques techniques, mais du coup, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur mon bilan carbone l'année prochaine? Et du coup, voilà, coach carbone fait son calcul de comptable et l'aide. Et après, l'autre chose qu'on développe, c'est la base de données d'action, justement, qu'on référencie dans notre outil et qui vont être poussées à nos clients pour que, de manière autonome aussi, ils puissent choisir les actions. Et là, ce qui est important, c'est la partie tech là, qui est en plein développement, qui va sortir, mais c'est de vraiment de lier ces actions au bilan carbone et pas se retrouver dans une base de données plate où en fait on va aller chercher une action et on va pas forcément savoir quel impact elle a. Donc là les deux choses sont très liées, c'est-à-dire qu'on va lire le bilan carbone et on va proposer des actions relatives au poste. Voilà, typiquement vous, si l'impact c'est tech, voilà, c'est automatiquement l'outil va vous pousser des propositions tech. Ouda, tu nous as parlé de la genèse de la question de la RSE chez Splio. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment ensuite ça a évolué, le chemin que vous avez pris, les questions que vous êtes posées, enfin voilà, toute la méthodologie que vous avez mise en œuvre en 2 ans pour aboutir là où vous en êtes, et puis surtout ce que ça vous a dit en fait de là où vous aviez des leviers dans votre politique RSE et comment ça a construit cette politique-là. Donc pour nous, c'était donc le point de départ, cette réflexion, on se posait des questions. Donc pendant 6 mois, on a continué à se poser des questions et aller chercher des réponses avec nos différentes parties prenantes. Parce qu'on s'était dit, bon, on n'a pas la réponse. On va demander à nos parties prenantes, on va demander à nos collaborateurs, on va demander à la direction pour voir déjà si le CSR ou la RSE, ça fait partie des réflexions, même des convictions personnelles de ces personnes. On va aller demander à nos investisseurs, on va aller demander à nos clients aussi. Est-ce que vous avez des attentes? Est-ce que vous faites des choses? Est-ce que vous avez des engagements? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez fait un bilan carbone, etc. Donc c'était un peu juste une période de... On pose les questions, il y avait beaucoup de collecte de data pour essayer de comprendre. Et puis après, on a essayé de voir les sujets qui sortaient ou qui étaient les plus importants. Donc en interne, pour les collaborateurs, par exemple, on a fait une enquête pour identifier les sujets les plus importants, pour voir si les gens, quand on parle de RSE, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en vrai, on ne sait pas trop. On avait des collaborateurs qui disaient RSE, c'est un truc que les grandes boîtes font c'est du greenwashing. Automatiquement, RSE, greenwashing. On a compris que, ok, il y a des priorités. Les priorités, c'est l'environnement parce que on ne peut pas dire qu'on va faire des choses si on ne mesure pas. Donc tu as parlé un peu de ça, le côté, pour commencer, déjà pour embarquer les gens, il faut dire que, ok, aujourd'hui, on n'a aucune idée sur notre impact environnemental, on veut faire des choses, on ne peut pas juste faire des choses, il faut essayer de comprendre d'abord. Et ça aboutit à quoi finalement? Vous vous êtes dit sur quelle thématique vous vous êtes focalisé? Ça a évolué, c'était pas le cas l'année dernière, mais cette année on a un comité CSR avec une 20aine de personnes et on travaille en sous-comité qui pilote les différents projets. Donc on a 5 piliers, un pilier sur l'environnement, un pilier sur la gouvernance, donc tout ce qui est un peu éthique en interne, un pilier sur les collaborateurs et tout ce qui est social mais en interne, un pilier sur les collectivités ou le sociétal, tout ce qui est impact sociétal. On a un 5e pilier qui est, on appelle outreach. Outreach, c'est vraiment la communication avec un but de sensibilisation.
D'accord. Et justement, sur cette dynamique collective, qu'est-ce que ça a créé, qu'est-ce que ça a apporté en termes de culture d'entreprise pour Splio ? Déjà, je ne pense pas qu'on aurait pu faire des choses sans cette dynamique collective. Ok. Donc si, je pense, notre point de départ était de dire, par exemple, moi, la CEO de Splio ou la direction de Splio, je pense qu'on doit faire du CSR et on va le faire. Je pense qu'on en aura parlé pendant des mois et puis après, il n'y aurait pas de choses concrètes. Ouais, Parce le que soufflet se serait un peu écroulé, quoi. c'est sûr, parce que ça fait un truc, ah oui, cool, mais en vrai, je ne suis pas impliquée, ça me parle pas trop, on m'a pas demandé mon avis, et donc on perd beaucoup de choses. Et Nicolas, c'est peut-être un sujet délicat, mais comment est-ce que tu essayes de faire en sorte de ne pas tomber dans la case à cocher ou une sorte de bonne conscience que se donnent les clients et qui derrière s'arrête un peu là? Ouais, alors moi je pense que c'est pas grave de vouloir cocher une case. Après ça dépend ce que tu en fais. Si tu fais un bilan carbone et que ensuite tu publies sur tous les réseaux que tu as sauvé le monde parce que tu as fait un bilan carbone et que tu es neutre, etc. Là c'est du greenwashing. Si tu as fait un bilan carbone en assumant que c'était une case à cocher et que tu décides de pas surcommuniquer dessus, bon bah c'est en ligne avec... Donc c'est ça le problème du greenwashing, c'est le décalage entre l'action et la communication qui en est faite. Et donc dans ce cadre, bah, donc, nous on coche plein de cases avec nos clients et on les accompagne. Donc le rôle du coach carbone, c'est aussi quand c'est demandé de relire des communications, de donner des conseils là-dessus. Et voilà, le biais sur lequel on peut tomber, c'est des communications où voilà, nous ce qu'on dit dans une communication anti-greenwashing, c'est l'humilité. Donc c'est la première chose, c'est non, quoi que tu fasses, tu sauves pas le monde. Bon, il faut, voilà, c'est la première chose. La transparence, c'est que ok, tu as dit que tu faisais ton bilan carbone, que tu agissais dessus. Est-ce que tu as des chiffres ? Et puis se baquer sur des méthodologies concrètes, quoi. Parce que quand on dit qu'on mesure son impact, bah, il faut que ce soit du bilan carbone, du GG protocole ou autre, ou des ACV, bref. Quand on dit je réduis mes émissions ou j'ai les émissions évitées, ça aussi c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Le calcul des émissions évitées, bah, pareil, il faut être rigoureux pour pas biaiser un peu les chiffres et faire entendre ce qu'on a envie de faire entendre, quoi. Et comment la réglementation vous aide alors sur les sujets de bilan carbone ? Alors, il y en a plusieurs. Alors, je parle vraiment de beaucoup de bilan carbone, qui est l'une des méthodologies de mesure la plus connue. Il y en a d'autres dans la mesure d'impact environnemental. Donc, c'est l'affichage environnemental, donc une méthodologie basée sur l'ACV, l'analyse de cycle de vie. Donc, sur le bilan carbone, bah, la réglementation, elle est pour les entreprises de plus de 500 salariés sur un scope très réduit. Donc, la vérité, c'est que c'est pas très intéressant. Mais en fait, le fait qu'elle existe, bon, les entreprises de plus de 500 salariés se disent, bon, je fais scope 1, 2, alors je sais pas si vous voulez rentrer dans le détail de scope 1, 2, 3. Bah, en fait, les entreprises se disent, bon, bah, quitte à faire 1, 2, je vais faire 3, même si effectivement ça demande plus de travail. Bon, voilà. Donc, en ce sens, la réglementation aide déjà un petit peu. Et puis, c'est surtout que, voilà, il y a des décrets qui sont dans les tiroirs. Bon, quand ce sera, quand ça reviendra sur la table, ce sera bien, mais on sait que, voilà, d'ici quelques temps, bah, ça deviendra réglementaire plutôt pour les entreprises de plus de 50 et pas 500, sur du scope 1, 2, 3, et pas que tous les 4 ans, mais plutôt tous les ans. Voilà, à voir ce qui passera dans les clauses, mais donc il y a la réglementation qui nous aide un tout petit peu aujourd'hui, mais son anticipation nous aide beaucoup. Oui. Et puis il y a l'affichage environnemental qui... donc l'affichage environnemental, c'est le principe de dire je vends un produit en B2C et je dois afficher en fait le score environnemental de ce que je vends. Donc il arrive sur le textile, sur l'agroalimentaire. Et donc ça, c'est une obligation réglementaire qui devrait arriver pour l'agroalimentaire plutôt début 2023, le textile mi-2023, qui est de dire, bah, en fait, vous serez obligé de mettre votre score environnemental sur les étiquettes, en gros. Et donc là, pareil, c'est la réglementation qui arrive. Pour nous, c'est un très bon levier pour convaincre, et de leur dire, bah, voilà, vous pouvez attendre, mais vous savez que c'est du travail. Autant commencer maintenant, et puis comme ça, si vous vous rendez compte que vous êtes F sur toute votre référence, voilà, avant d'être obligé de l'afficher, peut-être essayer de vous améliorer. Et c'est quoi le lien entre score environnemental que tu viens de citer et empreinte carbone ? Bah en fait, donc, le score environnemental, le bilan carbone, c'est ce qu'on appelle monocritère, donc on regarde que le carbone. L'analyse de cycle de vie, elle est multicritère, donc on regarde le carbone, mais on regarde quel est l'impact sur la biodiversité, sur l'eutrophisation de l'eau, sur
la disponibilité en eau, il y a 16 critères, même on peut en avoir plus si on veut, mais la base c'est 16 critères. Et donc le score environnemental, il va venir, il va pondérer en fait ces différents critères et donner une note, avec évidemment le carbone qui a une pondération assez élevée, mais aussi l'eutrophisation de l'eau. Donc ce qui va modifier un petit peu le résultat, parce que si on regarde que carbone, alors dans la plupart des cas, nous on recommande évidemment le bilan carbone. Ça couvre énormément de sujets. Dans le carbone, en fait, ça peut avoir... en mesurant le carbone, on peut aussi, par anticipation, déduire d'autres critères. Mais dans certains cas, peut y avoir cette spécificité où en minimisant le carbone, en fait, on augmente une autre jauge. Donc le principe de l'affichage environnemental, c'est de dire, en fait, on prend tous ces critères en compte, on les agrège dans une note, et comme ça, il n'y a pas ce biais-là. Mais donc c'est intéressant pour les entreprises qui vendent des produits tangibles. Pour les entreprises plutôt du service de la tech, c'est pas forcément... pertinent. Même si sur l'IT, il y a d'autres critères qui seraient intéressants de regarder que le carbone. Mais... Ouais. Et Ouda, chez vous, alors comment... alors peut-être deux choses. Qu'est-ce que vous avez fait pour le moment, concrètement, et comment vous évitez l'écueil du greenwashing? On a fait un bilan carbone sur l'année 2019, donc on l'a réalisé en 2020. On a eu les résultats, on était hyper surpris. C'est un exercice, je pense, à faire pour toutes les boîtes, parce que on avait des idées sur notre impact, mais on était surpris, et c'était cool parce que ça a contribué à en fait lancer on a commencé à échanger sur les résultats en interne, donc c'était cool. Après aussi, on a réalisé que, en vrai, on comprend toujours rien à notre impact. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de boîtes en tech, c'est que notre impact, c'est sur toute la partie IT. Après avoir fait le bilan carbone et après avoir un peu étudié les résultats, on s'était dit, ok, là, il faut vraiment aller creuser un peu. Il faut aller comprendre un peu, parce que c'était un peu la même réaction. On dit, si demain on dit on va mettre en place un plan d'action, on fait quoi? Parce qu'en vrai, on peut dire qu'on va peut-être mettre des bacs de recyclage, ou peut-être on va faire ou écrire une politique de voyage. On ne voyage pas beaucoup. Et donc, en fait, on va peut-être agir sur moins de 0,5% de notre bilan carbone. Après, c'est cool et c'est bien. Et on va le faire et on veut le faire. Mais les plus de 50%, c'est sur tout ce qui est IT, serveur, etc. Et donc là, on a lancé une démarche Green IT. Et ce que ça veut dire, c'est juste en interne, c'est notre équipe tech qui le fait. On essaie d'investiguer quelles sont les tâches qui consomment le plus, comment on peut faire pour réduire un peu l'impact IT. Et c'est un travail qui est très très lent et très compliqué, parce qu'en fait, il y a un apprentissage. On apprend en même temps, donc on le fait, on apprend en même temps, on essaie de comprendre, on essaie de se faire accompagner si on a des questions, etc. Donc c'est un peu ça. Ouais, de ce qu'on comprend, on a l'impression que les démarches qui fonctionnent le plus, c'est celles qui viennent de l'interne. Splio a une actualité assez récente avec la fusion avec D-AIM. Il y a des nouveaux collaborateurs qui sont arrivés au sein de la boîte. Comment vous avez réussi, comment vous êtes en train justement de les embarquer aussi sur toute la dynamique collective que vous avez réussi à créer? C'est un peu ça, donc on a fusionné un peu nos démarches CSR, mais ça a été fait d'une manière très fluide, et c'était un peu motivant de voir, chez Splio il y a ça, chez D-AIM il y a ça, allez, on fonce, assez sérieux, on a un comité, donc c'est cool. Donc c'est un peu ça. Ça apporte des approches différentes, mais c'est sûr. un peu de nouvelles idées, d'angles de vue différents. C'est sûr, et je pense pour les sujets comme les sujets CSR, parce que tous les aspects, pas que sur l'environnement, par exemple pour faire un bilan carbone, il faut un peu des données différentes, c'est toutes les c'est l'activité de la boîte, c'est les différents départements, etc. Et donc, il faut un référent par département. Et donc, c'est cool si on arrive à embarquer la personne avant, parce que faire la collecte de données pour le bilan carbone, c'est pas très fun. Ça peut être fastidieux, Et donc, c'est cool si on a différentes équipes embarquées. Et alors, à partir du moment où une entreprise s'engage dans une démarche, alors environnementale ou sociale d'ailleurs, pour s'améliorer,
on imagine qu'il y a un point qui peut arriver où en fait la meilleure action qui est à prendre est peut-être antagoniste avec la rentabilité du business. Bon, c'est une hypothèse. Nicolas, est-ce que toi tu l'as vu chez les clients que vous accompagnez? Comment est-ce que c'est quelque chose qui se produit rarement, souvent, en permanence? Et comment est-ce que vous gérez ça, cette espèce de tension qui peut arriver entre un levier qui a été identifié et qui peut être mis en place et en fait l'impact que ça a sur la stratégie ou la rentabilité de l'entreprise? Par définition, toute action demande de l'énergie. Et donc l'idée, c'est en fait de se représenter la courbe de le coût d'investissement, le gain par impact. Jusqu'à maintenant, en fait, les entreprises choisissent en fonction du prix et de la qualité. Et là, nous ce qu'on pousse, c'est de dire, en fait, mettez un troisième critère qui est la responsabilité. Et puis les pondérations, c'est un peu à l'entreprise de définir. Si effectivement la pondération elle reste majoritaire sur le prix, voilà. Donc en fait c'est vraiment au cœur de la stratégie de l'entreprise qu'il faut dire non, on pondère les trois au même niveau. Et donc à produit à impact 50% inférieur, s'il est 50% plus cher, ça va. C'est un peu. Mais je pense que de toute façon c'est du temps long parce qu'encore une fois là les clients qui viennent nous voir pour 95% d'entre eux, c'est leur premier bilan carbone, c'est la première fois qu'ils ont une restitution, qui voient les chiffres, qui se rendent compte que oui, c'est leur laine qui pèse le plus, et alors qu'ils avaient des gobelets réutilisables dans les locaux. Donc je pense qu'il faut être en paix avec l'idée que ça peut prendre du temps. En paix sur le fait que non, on ne va pas réduire de 50% notre bilan carbone d'une année sur l'autre. Et nous d'ailleurs, ce qu'on voit avec nos clients, c'est que parfois, l'engagement minimum, c'est de se dire je fais mon bilan carbone tous les ans. Et peut-être qu'il va augmenter, peut-être pas, mais au moins, il y a une forme de transparence et de savoir ce qu'on fait. Et comme ça, le jour où on veut agir, on saura exactement par où commencer. Voilà, donc oui, pour répondre, ça va forcément en confrontation avec d'autres besoins de la boîte business. Ouais. On s'est intéressé beaucoup aux sujets environnementaux, sur les sujets plus sociaux et même de gouvernance. Qu'est-ce que vous avez mis en place chez Splio? On parle beaucoup d'éthique. C'est un peu... on se dit que c'est le point de départ. Si on veut faire du business, on va le faire d'une manière éthique. Mais aussi un peu en interne. Donc, être une boîte éthique, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, dans nos interactions, déjà en interne, mais aussi dans nos choix de clients, dans le choix de fournisseurs. Ouais. Donc, il y a un peu cette dimension éthique. Ça veut dire quoi? On le formalise un peu. Donc là, on parle de vraiment tout le pilier gouvernance. C'est tout le pilier formalisation. Donc, sur la partie éthique, est-ce qu'on a des documents en interne où on parle de ça? Est-ce qu'il y a un process en interne? Et puis, sur ce même aspect de formalisation, sous le pilier gouvernance, il y a aussi tout ce qui est des documents, un peu tout ce qui est charte fournisseur, un peu le travail de sensibilisation via des chartes. Ouais. Est-ce qu'on fait signer à nos clients des chartes? Est-ce qu'en vrai, on veut jouer on veut sensibiliser nos fournisseurs? On veut les pousser un peu. On a fait un bilan carbone, on veut que nos clients fassent ou nos fournisseurs fassent un bilan carbone. Peut-être qu'on peut le formaliser dans une charte. Et ça rentre un peu dans tout ce qui est gouvernance. D'accord. Et c'est le côté un peu, sous les piliers, sur environnement, vous parlez de ça et vous faites des fresques du climat et vous voulez sensibiliser. Gouvernance, c'est vraiment, ok, on le formalise. C'est no bullshit, on met un process. Et comme ça, c'est fait. Et comme ça, dans 1 an, dans 2 ans, on a des process, on peut revenir, on peut évaluer, etc. Ouais. C'est ce qui va engager aussi des pratiques plus durables au sein de l'entreprise. Ouais. Exactement. La gouvernance, c'est un peu vraiment écrire, formaliser au maximum pour que ça soit plus durable. Et sur les sujets un peu... le volet social du CSR... là, côté Splio, on est dans les tout débuts, on essaie de comprendre, parce qu'en vrai, on avait priorisé un peu les sujets environnementaux parce que c'était plus simple aussi, parce qu'on se dit, ok, bilan carbone, let's go, on le fait en mesure. Sur les sujets sociaux, il y a tous les sujets de diversité et inclusion qu'on essaie de comprendre et de voir comment on peut implémenter et faire des choses. Sur les sujets sociaux, on a aussi tout ce qui est un peu lié au sujet RH, d'engagement, satisfaction. Après ces 2 dernières années, je pense que tous les collaborateurs se posent des questions un peu existentielles.
qui touche tous les sujets CSR, mais aussi en fait, qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je travaille quelle est la culture de la boîte? Est-ce que mon métier a du sens? Est-ce que mon métier a du sens? Donc, les sujets sociaux, je pense, du CSR, c'est vraiment tous les sujets un peu internes qui touchent aux collaborateurs. Donc, ça peut être du well-being, voilà, le work-life balance. Après, c'est un peu lié, mais c'est un peu ça. Mais c'est très bien d'avoir focus d'abord sur des choses très concrètes comme l'environnement et la gouvernance, et ensuite d'aller sur des sujets sociaux qui là aussi sont très très larges, mais pour le coup vous avez déjà des pistes assez concrètes de ce que je vois. Carrément. Nicolas parlait tout à l'heure de transparence et d'humilité. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'en fait dans la démarche de Splio, finalement ce que vous dites, c'est en fait notre rôle, c'est de poser des questions, de les poser à nos parties prenantes et d'ouvrir des voies, mais on sent que vous n'avez pas entre guillemets, de réponse toute faite ou de communication trop forte avant de faire. Vous êtes plutôt dans vous avancez entre guillemets à votre rythme et vous posez des questions et vous essayez d'enclencher des actions avant de communiquer dessus. Ça, c'est vachement intéressant. Et est-ce que, alors, donc vous êtes une boîte tech qui a enclenché cette démarche, qui en est encore au début. Qu'est-ce que vous voyez dans l'univers de la tech comme entreprise qui est plus exemplaire que les autres, ou en tout cas qui a mis en place des modes d'action, alors soit sociaux, soit environnementaux, assez innovants, un peu intrigants, pionniers, voire exemplaires? Moi, généralement, je regarde un peu les boîtes B Corp. C'est un label qui est exigeant, parce qu'il y a beaucoup de questions sur tous les volets des sujets d'impact, donc social, sociétal, environnemental, et parce qu'il y a un côté un peu sur la gouvernance de la boîte, en fait, il faut modifier ses statuts pour vraiment prendre en compte, pour déjà s'engager, pour avoir un impact positif et significatif, et prendre en compte ses parties prenantes dans sa prise de décision. Ouais, moi, typiquement un exemple qui m'a marqué récemment, c'est je crois que c'est Radio France, typiquement, qui alors c'est une action qui est hyper pertinente pour eux, ça va pas réduire leur bilan carbone, mais en cas de sensibilisation, où ils offrent, j'ai entendu ça récemment, des spots publicitaires à donc des entreprises. Donc typiquement j'ai entendu une pub sur l'association des mares de France, je sais pas comment ça s'appelait, où ils disaient si vous avez un jardin, faites une mare, ce sera bien pour la biodiversité. Et je me suis dit, mais en heure de grande écoute sur France Inter, et en fait après il y avait cette publicité a été offerte, et donc ça typiquement j'ai trouvé ça très fort, et donc ça c'est un exemple qui est assez qui m'a marqué, qui a pas mal d'impact. Après sur les autres sujets, si on parle de la tech, sur les autres sujets de gouvernance, donc de CSR, donc pas l'environnement, mais typiquement je sais pas, si je pense à une boîte comme Alan, j'ai l'impression qu'ils se sont construits aussi sur la gouvernance, où vraiment tout ce que le confort du collaborateur est assez innovant, assez nouveau. Ils ont été assez précurseurs là-dessus, donc peut-être que une entreprise comme ça, mais donc on attend celle qui sera pionnière sur ces sujets environnementaux et qui fera des choix assez drastiques. Ouda, Nicolas, merci beaucoup pour d'être venu au podcast, et puis d'avoir pu aborder tous ces sujets-là, à la fois sur la capacité de mesure d'impact dans une société, la capacité d'embarquer aussi les collaborateurs, de créer une dynamique et de pouvoir inspirer d'autres entreprises vers ces engagements sociaux et environnementaux. On aura d'autres podcasts qui vont aborder ces typologies de sujets. En tout cas, n'hésitez pas à regarder les autres podcasts et de pouvoir les écouter sur les plateformes de streaming. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci à vous.